Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un grand écart professionnel que je vous partage sur Le Tilt. Je reçois Juliette Collier à mon micro. Et Juliette a travaillé pendant plus de 10 ans en marketing chez Coca-Cola, puis chez Meta, le groupe Facebook et Instagram. Et il y a 2 ans, elle s'est finalement reconvertie en ouvrant un dépôt-vente de vêtements de seconde main, solo, à Paris. De l'ultra grand groupe international à l'entreprise d'une personne au rayonnement très local, d'une entreprise ultra pollueuse à la proposition de solutions concrètes pour l'écologie et l'environnement. Je vous l'avais dit, la transition professionnelle de Juliette est un grand écart. Son tilt s'est déroulé en 2 temps. Le premier, c'est lorsqu'elle ressent un énorme conflit de valeurs chez Coca-Cola, alors qu'elle travaille pour la Coupe du Monde au Qatar. Le second, c'est sa visite dans un dépôt-vente à Boulogne, un espace qui répond à 100% à ses valeurs et à son univers. Et là, dans ses tripes, elle sent que c'est ça qu'elle veut faire. Juliette nous partage son chemin, de l'idée à la concrétisation de ce projet de boutique, comment elle l'a initié, trouvé les financements, constitué les premiers stocks et aussi mis l'écologie au cœur de son projet. Elle nous partage sans phare la réalité de sa reconversion et je suis certaine que vous y trouverez des conseils pertinents pour inspirer la vôtre aussi. Bonne écoute! Salut Juliette! Salut Léa! Bienvenue sur Le Tilt. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. Tu vas venir nous parler de ta reconversion, Juliette. Absolument. Tu as fait le grand saut du groupe international au lancement de ton entreprise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Bien sûr, alors je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans. J'ai grandi majoritairement en Normandie. Je suis assez engagée dans ma vie sur les sujets écologiques et environnementaux. Et à part ça, je suis fan de Patrick Bruel. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais voilà. Sympa. On mettra un petit générique en fond. Voilà, sait-on jamais s'il m'écoute. Je pense que Patrick Bruel écoute Le Tilt. Certainement. Forcément. Et alors du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai ouvert une boutique en dépôt-vente de mode d'occasion, donc seconde main, avec peut-être la particularité d'avoir un peu renouvelé ou dépoussiéré le dépôt-vente, parce qu'on a le dépôt-vente, c'est vieux comme le monde en fait, hein, c'est un système qui fonctionne très bien, mais on a plutôt une vision assez archaïque des dépôt-ventes. Moi, dans ma boutique, j'ai des marques ultra récentes, des collections ultra contemporaines. J'ai des marques comme Cézanne, Bache, Mage, mais je fais un peu de Zara aussi de temps en temps. J'essaye de proposer un peu tous les budgets. Mais voilà, j'ai ouvert un dépôt-vente de mode contemporaine. Génial. Comment est-ce qu'elle s'appelle ta boutique ? Elle s'appelle Shift Dépôt-vente. Super. Alors, on y reviendra. Je suis hyper curieuse de savoir comment est-ce que, justement, t'en es arrivée à ce projet-là. Mais est-ce que tu peux nous dire quelle était ta vie professionnelle avant ta boutique ? Alors en fait, avant, moi, je suis ce qu'on appelle un baby Coca-Cola. J'ai été chez Coca-Cola pendant 11 ans, enfin 10-11 ans. J'ai vraiment commencé stagiaire à Paris et puis j'ai fini responsable des partenariats à Londres pour la marque Coca-Cola et toutes les marques du portefeuille. J'ai fait beaucoup de métiers différents chez Coke. On dit chez Coke. Ok, on va apprendre le jargon voilà, Coca-Cola. Le jargon interne. Je vais pas te cacher, moi j'ai adoré cette boîte.
boîte. Franchement, je pense que pendant 9 ans, j'ai eu du Coca-Cola dans les veines. J'ai adoré. Il y a une super culture d'entreprise. C'est des gens formidables qui bossent là-bas. C'est vraiment des gens intelligents. Le salarié est vraiment valorisé, hyper mis à l'honneur. Les perspectives d'évolution sont canons. Enfin, franchement, c'est une belle boîte. J'ai toujours adoré mon métier. Moi, j'étais dans les métiers à paillettes, hein. Oui, Je parce que gérais responsable partenariat, du coup, ça veut dire quoi? partenariat et événementiel. J'ai aussi fait un peu de market plus générique, mais les partenariats, en fait, c'est tous les événements, tout l'entertainment, en fait, tout le monde des loisirs, là où Coca-Cola va être présent. Donc, ça va être des festivals de musique, ça va être du foot, ça va être de la mode, ça va être du gaming. Donc, en fait, on accompagne ces événements-là. Et du coup, on est vraiment dans le cœur du réacteur de la paillette pour les consommateurs, quoi. Donc, c'est canon, c'est vraiment canon. Et alors, parce que du coup, tu es partie dans une première entreprise. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie de chez Coca finalement? Alors en fait, pendant le covid, en gros, en fait, tout se joue un peu là, hein, pendant le covid, Coca-Cola a proposé un grand plan de départ volontaire au niveau monde. Moi, ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans la boîte. Je me suis dit: «Bon, est-ce que c'est pas le bon moment pour, tester autre chose?» Là, à ce moment-là, il y avait quelques moi, ma conscience écologique, elle était grandissante. Chez Coca, bon, c'est une super boîte, mais alors, l'aspect écologique, c'est honnêtement, dramatique. J'ai commencé vraiment à j'étais, je pense, dans un espèce de déni sincère à ce moment-là, mais tout d'un coup, j'ai vu 2-3 petites choses. Ça a commencé un peu à me chiffonner. Donc quand ils ont fait, lever la main les volontaires au plan de départ, j'ai dit: «J'y vais, je lève la main». Les conditions tarifaires sont plutôt avantageuses, on va pas se cacher, c'est des grands groupes. Après moi, j'étais basée à Londres, donc c'est toujours moins intéressant que quand tu es basée à Paris, bien entendu. Du coup, tu as vécu combien d'années à Londres? J'ai vécu 2 ans à Londres, D'accord. donc j'ai été 8 ans chez Coke à Paris et 2 ans pour, Coke, à Londres. Et puis après, je suis rentrée, il y a eu le plan de départ, j'ai pris le plan. Bon et ensuite, à ce moment-là, je suis rentrée à Paris. Quand on revient de l'étranger, finalement, on n'est plus grand-chose sur le sol français. Tu as eu On a cette sensation, toi, Ah en ouais, revenant? d'un point de vue administratif, hein. Je Mmh. parle que d'administratif parce que Ouais. j'étais encore quelqu'un, sinon à part ça, j'avais Mais encore quand des même. amis et une famille. Mais, Mais même au niveau du travail, tu sentais que c'était dur de revenir? non, mais parce qu'à ce moment-là, au niveau du travail, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais en tout cas, je m'étais dit: «Bah, est-ce que je peux être éligible peut-être à une allocation chômage? Est-ce que je peux, avoir une carte vitale? Est-ce que» enfin, en fait, des Ah des ouais? choses un peu, j'ai quand même bossé 8 ans sur le territoire français et en fait, tout ça, je pouvais plus, y accéder. Ah ouais? Ouais. Pas de carte vitale? Bah, alors finalement, la carte vitale, bon, ça c'est j'ai trouvé des solutions, mais je veux dire sur le moment, tu es quand même résident fiscal, tu n'es plus un résident fiscal français. Donc moi j'étais pas expatriée, hein, j'avais un contrat local en Angleterre. Donc j'ai quand même, dû entre guillemets, retrouver du boulot, ce qui m'allait bien parce que j'étais pas encore tout à fait prête pour le grand saut justement dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'à cette époque-là, donc quand tu acceptes le plan de départ de chez Coke, Bravo. je me permets, Ouais. de chez Coca-Cola et que du coup tu rentres en France, tu dis il y a cette période où tu sais pas trop ce que tu vas faire. C'est quoi les réflexions à ce moment-là? Est-ce que déjà tu te dis: «Bon, l'entrepreneuriat, c'est une option, mais j'y pense sans trop y penser» ou alors il y a d'autres options? Comment ça se passe à En ce fait, moment-là? déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est pas forcément l'entrepreneuriat en général, qui m'attirait. Au contraire d'ailleurs, hein, moi, j'ai toujours été salariée, enfin jusque-là. Ma famille, c'est des salariés. Enfin, en fait, c'est un peu on connaît que ça, quoi, chez nous. Donc, c'était pas tant l'entrepreneuriat, c'était plus le projet, de la boutique qui commençait un peu à me titiller, la boutique en occasion, en tout cas, de seconde main. Mais à ce moment-là, je me disais: «C'est une lubie», j'avais un petit truc dans la tête, mais je me disais: «Bon, sois sérieuse, ça peut pas être un métier». Donc voilà, j'ai recontacté un de mes anciens boss qui était super chez Coke, qui lui bossait chez Meta à ce moment-là. Il avait une place, en CDD, en sponsor événementiel, chez Meta pour Instagram et Facebook. Honnêtement, pour moi, c'était du pain béni à ce moment-là parce qu'en plus, sortie de Covid, il y avait aussi, faut un peu se remettre dans tout ce contexte-là. Il y avait des enjeux un peu d'angoisse un peu financière aussi. On se demandait si,
on allait retrouver du boulot, on se demandait, enfin, il y avait quand même beaucoup de choses un peu, je reviens à cette histoire de réalité financière aussi, c'est que, bah, j'avais rien. Enfin, Ouais, je veux mais dire, en fait, cette question-là, elle est très importante. bien De sûr, se dire, bah, je rentre, je n'ai pas le chômage. bah, oui, j'ai rien. Bien évidemment, j'ai des idées de projets, Ouais, mais la les réalité, idées, bah, voilà, il y a un loyer, il y a quand même enfin, il faut assumer une vie quand même, derrière. Donc j'ai eu cette opportunité-là, franchement qui était canon. Après, moi, chez Meta, j'ai beaucoup aimé les projets que j'ai dû, mener. Maintenant, je pense que j'étais peut-être un peu moins en phase avec la culture d'entreprise parce que moi, je suis pas très tech au final. Meta, c'est quand même très tech, c'est pas un scoop. finalement, bah, oui, oui. Mais, Et tu bossais sur quel, produit, du coup? Instagram D'accord. et Facebook, mais Mmh. sur la partie très market. Et en fait, moi, je venais d'une entreprise où le marketing est le centre névralgique, de la boîte. Chez Meta, le centre névralgique, c'est les devs, en fait. Et moi, j'étais là: «Attendez, moi, je fais du marketing, comment ça se passe?» Et donc moi, j'avais beaucoup, enfin, c'est d'abord les devs, ensuite c'est les sales, pour vendre du média et cetera. Moi, finalement, mon métier était quand même moins, valorisé, donc j'avais quand même moins l'habitude. Heu et puis je pense qu'aussi j'avais fait le tour, de ces énormes boîtes, ces énormes structures. Et je te parlais de ma conscience écologique chez Coca, grandissante. Alors en arrivant chez Meta, et après le covid, je me suis dit: «On peut pas continuer tous à vivre comme si s'était rien passé. Là, on a une énorme alerte. Le monde nous envoie une alerte avec le covid et on va tous revenir dans notre vie, dans nos petites vies». Bon, parfois je suis un peu dure, mais dans notre petite vie normale, un peu étriquée, sans rien changer. Et je me suis dit: C'est pas possible». Donc je fais Meta, je vois ce que ça donne. C'était un CDD. À la fin, voilà, on s'est mis d'accord. Moi, j'avais pas envie de rester et on est parti en très bons termes. Et à ce moment-là, ça y est, j'étais de retour sur les territoires français avec tous les avantages et les droits qu'on a, parce qu'on se plaint pas mal, mais on a quand même beaucoup d'avantages, chez nous. Je l'ai vu en étant en Angleterre, typiquement. Et donc voilà, donc à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, place au projet». Ouais. Parce que j'ai du temps. En tout cas, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc Tu t'es vraiment dit ça? Tu t'es vraiment, dit: «C'est toutes les étoiles sont alignées mais pour que je me ouais. donne une chance là Ah non, mais maintenant». complètement, complètement. Et encore une fois, c'était pas faire quelque chose pour faire quelque chose. C'était pas lancer un projet entrepreneurial histoire de lancer un projet. C'était moi, j'avais eu cette espèce de déclic sur la seconde main en me disant: «Je veux pas qu'on continue tous comme ça. L'industrie de la mode, c'est une catastrophe. La seconde main est une belle réponse, à la crise climatique et à la crise économique. Moi, je me régale, sur Vinted, la plus grande plateforme multimarque ever, et donc je pense que je peux convertir, en fait, des gens. Je pense que j'ai quelque chose à faire». Et en me baladant un jour à Boulogne, je tombe sur un petit dépôt-vente. Alors, voilà, et peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais moderne, hyper bien décoré, hyper cosy, patronne super sympa et tout. Et je me dis: «Bon, OK, mais moi, je veux faire ça. Je veux cette vie». Mmh. C'est Voilà. en fait, cette rencontre, ça a été ton déclic? Ça a été ton tilt? Je pense que mon tilt, je pense il y a un peu 2 étapes. Il y a le tilt de quitter les grands groupes, d'abord. Et ça, il y a eu le covid et il y a eu, un élément un peu déclencheur, en tout cas chez Coca, c'est que, on était partenaire de la coupe du monde au Qatar. Ouais, alors pour moi, c'était au-dessus de mes Ah, forces. j'en ai un Ah ouais, j'en ai un franchement, frisson de oh! et là, j'ai mené une campagne interne, Ouais. où j'avais fait toute une recommandation pour dire: «On va pas boycotter, on est partenaire, on n'a pas le choix. Par contre, je pense vraiment qu'on peut embarquer, des gros clients, qu'on peut embarquer des consommateurs dans une histoire différente cette année sur la coupe du monde. On peut pas scander haut et fort qu'on soutient, les communautés LGBT+ en faisant des canettes magnifiques, pour la Gay Pride à Londres et aller soutenir le Qatar, en fait. On peut pas faire une publicité, sur les femmes en Arabie Saoudite parce que pour les soutenir dans le fait qu'elles passent leur permis de conduire et soutenir le Qatar. En Ouais. fait, dans ce cas-là, on arrête de faire, du bullshit à côté. Il y avait Désolée, une mais c'était ça, mais incohérence, en c'était une fait, incohérence absolue. qui te prenait aux tripes, quoi. Ouais, et surtout, je leur disais: «Mais c'est contre-productif, vous pouvez vous rendre compte de ça ou?» Et on m'a dit: «Il faut que tu arrêtes. C'est politique avec la FIFA, tu arrêtes». Et là, j'ai dit: «OK». Alors maintenant, ça, c'est énorme tilt, tu vois? Et j'ai dit:
Alors c'est fini. C'est fini pour moi parce que là, vous m'avez eu. J'étais picousée et là, vous m'avez, sevrée. Ah Ouais, la vraiment. forme est très belle, mais Bah, ouais. vraiment. Tu avais fait le tour, en fait? J'avais fait le tour et surtout, je voyais bien que mes idées, qui pourtant, je pense vraiment aller au service de la marque, hein. Bien sûr. Évidemment, c'était pas Ouais. contre, ce groupe. Elles n'allaient jamais être, prises, au sérieux ou mises en place. Dans tous les cas. Donc ça a été le tilt pour quitter les grands groupes. Meta, je le compte pas vraiment. Enfin, ça a été 8 mois, c'était top, mais là, il s'agissait même pas de parler de RSE et Oui. compagnie. Enfin, Tu savais que l'enjeu était ailleurs, il fallait revenir non, en mais France voilà, et c'est construire ça. quelque chose, ouais. C'était super. J'ai beaucoup appris. D'ailleurs, j'ai rencontré aussi des gens géniaux, sincèrement, avec qui je suis encore en contact et tout. Donc, top. Maintenant, bon, j'avais décidé de quitter les grands groupes. Donc ça, je dirais que ça a été le tilt, grand groupe. Et après, effectivement, ce petit dépôt-vente de quartier, ça a été le tilt dans la vraie révélation de où est-ce que je voulais arriver avec ma boutique, quoi. Génial. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un temps de réflexion? Donc, j'imagine que tu as eu le chômage quand tu es partie de chez Meta. Ça a été quoi la transition entre le départ de chez Meta et, bon, en fait, ce projet, il va vraiment exister? Rapide. En fait, Combien de temps tu dirais? moi, je suis pas trop une fois que ça y est, j'ai une idée, j'avoue, il y a plus trop de réflexion parce qu'en fait, je me dis: «Bah, si je réfléchis trop, je vais pas le faire ou bien je vais perdre du temps, ça sert à rien». Donc en fait, à ce moment-là, je me suis vraiment mise en ordre de marche. Ça a été rapide, hein, puisque moi, j'ai quitté Meta en février. Je suis un peu perdue dans les années, mais en février 2000, on est en combien là? 2024? 2024, ouais. 2022 du coup, non, je pense? 2022? Ouais, c'est ça, 2022. Moi, à partir de 2020, j'ai 2022. lâché Ouais, la moi, vente, donc je ne sais c'est plus ça, en quelle année on est. j'ai plus aucune notion, c'est terrible. Février 2022, c'est ça. Et j'ai ouvert Shift. Le premier jour, ça a été en septembre. Ah oui. Donc l'ouverture vraiment de la boutique, ça veut dire qu'en 6-7 mois, quoi, Ah oui, ça a été j'avais rapide. créé la société, trouvé un local, trouvé une archi, trouvé des stocks, faire des travaux. Ah ouais. Et donc voilà, donc c'est allé très vite. J'ai trouvé une banque qui m'a suivie. Enfin, en fait, oui, c'est allé très très vite. Et d'ailleurs, tant mieux parce que justement, je voulais cette chance qu'on a d'être au chômage quand on est entrepreneur. Déjà, il y a peu de gens qui le savent, qu'on peut ouvrir sa boîte, monter sa boîte, avoir une activité en Alors, gérance non ça a rémunérée. changé. Là, il y a Non. un truc qui a changé, là, Ah, il me semble. J'en ai parlé avec une amie hier. Parce que normalement, le modèle, c'est on ouvre une SASU ou ouais, ou n'importe quel ouais, ou statut. Moi, n'importe. j'ai une SARL, ouais. Et on peut toucher le chômage full tout en rentrant du chiffre d'affaires sur sa société. Tant qu'on ne le touche pas, le chômage n'est pas impacté. Mais il me semble, il faudra vérifier, que ça a changé là, depuis que Pôle emploi s'appelle France Travail. Mais j'ai Depuis une vu, semaine. j'ai vu ce nouveau changement de charte. Bah écoute, grande surprise pour moi parce que c'est vrai que moi je suis je suis en SARL, donc normalement, comment dire, on distingue vraiment la personne Ouais. de la, enfin, je sais pas trop Ouais, de comment la dire, société, de ouais, la ouais. société quoi. Et du coup, c'était deux choses différentes. Mais bon, en tout cas, mais ça a changé au point d'atterrir à zéro. En fait, je Ou crois que c'est pondéré avec le CA. C'est-à-dire que si le CA est trop grand versus ce que tu ouais. touches, ça va venir supprimer un mois D'accord, même si on de... touche pas du tout En fait, je voudrais pas dire de il y a pas de bêtises. rémunération. Donc, OK, parce que je même mon comptable, chercherai. il m'en a pas parlé, quoi. Ah ouais? Ouais. Bah, peut-être que parce que tu es dans le truc précédent. Mais bon, je chercherai. Ouais, Et si ça vous peut-être. intéresse, chers auditeurs et auditrices, on vous mettra un Bah lien ouais, dans parce que ouais, dans l'épisode carrément. pour vous renseigner parce que c'est important OK. d'avoir les bonnes Bon, infos. bah, désolée pour l'info un peu Ouais, non, bancale. mais ça se trouve, je dis En tout n'importe cas, quoi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'était comme ça, ouais. donc ou jusqu'à la semaine dernière. Bon, en tout cas, on a quand même des droits, voilà, Mhm. quels qu'ils soient. Je Ça, pense pas c'est que ça sûr. passe à zéro. Donc l'idée, c'était de bénéficier de cette allocation, le plus longtemps possible, tout en ayant ouvert la boutique, tout en étant en activité. Parce que le salaire, une première année, même une deuxième année, c'est pas gagné. Bah oui, Donc j'imagine. et puis c'est des charges colossales, Ouais. pour des petites entreprises comme la nôtre, comme Mais les nôtres. justement, tu vois, c'est hyper intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, tu as différents niveaux d'investissement. Tu vois, il y a des business qui demandent 0 € d'investissement, tu les lances. Et puis, il y a d'autres structures qui demandent, bah, comme toi, d'avoir un local. Un local à Paris, j'imagine que bah, c'est pas donné. Non, Euh, effectivement.
C'est toi qui as démarché les banques toute seule? Comment tu as fait ce chemin-là? Alors moi déjà, il faut savoir que tout au long de ce projet, j'ai été finalement peu seule. C'est-à-dire que j'ai monté mon entreprise toute seule. Ça, c'était très important pour moi parce que justement, je quittais aussi les grands groupes pour avoir mon propre pouvoir de décision. Donc même si on est 2, on n'a plus le même pouvoir de décision. Donc moi, je voulais vraiment être seule là-dedans. Après, je me suis vraiment entourée de gens qui savent. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est un conseil vraiment, que je donne un peu à tour de bras. C'est, vraiment avoir l'humilité, suffisante pour se dire qu'on ne sait pas tout, loin de là. Que moi, j'ai débarqué typiquement dans l'immobilier commercial. Je me suis dit: «OK, c'est une blague». Je comprenais rien. La négociation d'un bail commercial, je comprenais rien. Les emprunts pour, du pro, je me disais: «Je vais pas y arriver». Enfin, en fait, c'est quand même des sujets un peu spécifiques. Mmh. Donc j'ai été très bien accompagnée, par des proches, par des plus ou moins proches, franchement, canon. Et donc la banque, finalement, je suis allée voir une banque de famille en province et en vrai, il y a rien de mieux parce qu'en fait, à Paris, ils sont un peu saturés de tous ces projets-là, de bobos Un et tout. plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et en réalité, en province, on a beau dire, et ben, ils sont vachement à l'écoute. Mmh. Ils sont un peu demandeurs aussi de ces projets-là, Ouais. et ils ont plus de pouvoir de décision au sein des agences. Donc moi, la banque, honnêtement, elle m'a suivie. D'ailleurs, c'est le CIC, franchement, sur les petits entrepreneurs. Mmh. C'est canon. C'est un OK. super Trop super bon à accompagnement. savoir, Franchement, ouais, c'est bon à savoir. Après, ça dépend évidemment du bien sûr. contact, mais canon, hyper bien à savoir. Donc voilà, tout ça, je l'ai mené seule, Mmh. mais très bien accompagnée. Ouais. Voilà. Ça, c'était une des questions que j'avais pour toi. Est-ce qu'il y a des sujets, au-delà de l'accompagnement, sur lesquels tu as dû vraiment te former? Alors, en tout cas, sur la boutique en elle-même, c'est, beaucoup de logique Mmh. et de formation terrain. C'est-à-dire, j'ai fait des erreurs que je ne vais pas refaire. Mmh. D'ailleurs, là, dans le cadre du développement de ma boutique, je sais ce qu'on va pas faire comme erreur. Mmh. Hem, Vraiment de la formation pure, honnêtement, non. OK. Heu, j'ai En tout cas, moi, je recommande quand même, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, avoir fait des grosses boîtes avant. C'est une école, magnifique parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est masteriser la gestion de projet et le pilotage. Et donc les grosses boîtes, elles te forment à ça, mais 1000. Ouais. Et donc, tu arrives dans ta propre structure, bah, tu sais quand même piloter un graphiste qui va, bosser avec, les personnes qui vont te faire de la création de contenu. Tu bosses avec ton comptable qui lui-même bosse avec ton avocat. En fait, tout ça, c'est un rôle de chef d'orchestre. Limite, tu es pas obligé de savoir faire les choses du moment que tu sais piloter un groupe. Je caricature un peu, Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. en tout cas, formation pure, non, parce que Mmh. j'en ai pas eu besoin, je Ouais. pense. Maintenant, encore une fois, j'ai été très bien accompagnée. Moi, le père de mon mari, il a eu des boutiques toute sa vie et Ah maintenant il est oui, dans l'immobilier super, commercial. Donc en fait, il est venu trop avec bien. moi. On a visité les locaux, il posait les bonnes questions. Du coup, Mmh. après, moi, j'avais l'impression d'être une star de la visite, quoi. Je me disais: «J'ai des questions», donc c'était top. Les avocats, c'était les avocats de l'entreprise de mon mari qui lui-même est entrepreneur. Ouais. Il a sa boîte. En fait, tout ça, c'est des conseils que j'ai pris et de l'accompagnement que j'ai pris, mais est-ce qu'on peut parler de formation? Oui, Je oui, sais pas. ouais. Et alors pourquoi la mode? Alors je dirais plus que, est-ce que c'est la mode ou est-ce que c'est vraiment plus, les fringues d'occasion, quoi? En fait, je sais pas comment dire. Moi, j'ai pas forcément une passion pour la mode, tu vois? La fashion week et tout, je Ouais. suis pas trop là-dedans. C'est pas Mmh. c'est pas vraiment ça qui m'anime. Par contre, bien se saper dans le quotidien, en seconde main, c'est ça plutôt que je vais promouvoir et que je veux aller chercher, en fait. Mmh. Donc mon dépôt-vente, il est pas ultra pointu avec des créateurs, complètement, barjots et tout, mais il est très, la vie quotidienne, le petit pull qui va bien, rentrer dans le jean un peu mom. En fait, c'est plus ça, en fait, que Ouais, je vais aller chercher plus que la mode. C'est plus, la fringue, en fait, le ouais. chiffon. Mmh. Ouais, OK. c'est plus ça, je dirais. Et alors comment ça se passe du coup? Donc tu fais uniquement des vêtements pour femmes? Oui, pour l'instant. D'accord. Ouais, pour OK, l'instant. Ma boutique est pas hyper grande. d'accord. Si je pouvais, je ferais, femmes, hommes, enfants, enfin, je ferais tout D'accord. parce que en C'est fait, des axes de développement. bah, ouais, ouais, carrément. Il y a un gros potentiel, hein, je pense, sur ces marchés-là. Pour l'instant, je fais la femme, pour plusieurs raisons. D'une part, à titre perso, parce que je m'y connais mieux. Deuxièmement, parce que l'achat frénétique, est encore majoritairement féminin.
Pour donner une petite stat, une femme ne porte que 30% de son dressing en moyenne. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, 30%. Du coup, tout le reste, ça peut venir en dépôt chez moi, potentiellement. C'est un peu moins le cas quand même chez l'homme, finalement. Ouais. Il y a moins d'accès aussi à toutes ces marques peut-être un peu moins chères, etc. Donc, il y a un peu moins d'achats frénétiques. Alors, évidemment, c'est des clichés, ce que je fais, c'est des généralités. Oui, mais on grossit le trait pour pouvoir comprendre la dynamique. Ouais. Exactement, c'est une tendance, en tout cas. Donc voilà, je voulais commencer par là. Je pense qu'il y a un vrai marché sur l'homme. Je prends d'ailleurs un certain dépôt d'hommes quand les pièces elles sont relativement unisexes, parce que maintenant il y a de plus en plus de collections très très mixtes en fait. Donc ça je prends. Et pour l'instant c'est que femmes, mais là dans le cadre du développement, effectivement la prochaine boutique qu'on va ouvrir, il y aura femmes, enfants et un peu de déco en dépôt-vente. Ah génial, un peu concept store en fait. Exactement, c'est un concept store en dépôt-vente. Génial. Ouais. Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cette étape de développement? Parce que finalement, donc tu as commencé septembre 2022. Oui. Ça fait 1 an et demi. Oui. Et c'est plutôt rapide pour ouvrir un deuxième point de vente. Oui, alors c'est plutôt rapide. Et en même temps, je pense que le train de la seconde main, c'est un peu maintenant qu'il faut le prendre en marche. Que là, l'avenir de la seconde main, on y va tout droit, c'est canon, c'est un bel avenir. Et il y a des stats qui disent qu'en 2028, aux États-Unis, par exemple, la seconde main aura dépassé le retail classique. Ah ouais. Donc, c'est quand même des belles tendances qui se dessinent pour le marché. Donc ça, c'est un peu pour expliquer la rapidité. Deuxièmement, et on y reviendra sûrement, c'est la rentabilité pour pouvoir se payer d'une seule boutique. C'est un peu juste. D'accord. Une seule boutique qui fait à peine 40 mètres carrés, dans un quartier super sympa, mais parfois le mercredi, il n'y a personne. Ah, c'est vrai ? Tu vois, ouais. Le samedi, c'est carton. Vendredi, samedi, c'est génial. Mais moi, j'ouvre plus le mardi parce que parfois, je faisais 25 €, quoi. Et je me suis dit, mais moi, mes mardis, ils vont être beaucoup plus profitables à bosser sur du développement. Je prends aussi quelques missions en freelance, en conseil et tout. C'est beaucoup mieux de faire comme ça que d'aller à la boutique et de gagner 25 € en chiffre d'affaires, quoi. Ah oui. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu en vis ? Est-ce que tu as commencé à te verser un salaire ? Alors, je vais commencer à me verser un salaire en mars. Ok. Donc, pour l'instant, il ne va pas être exorbitant. En fait, au bout d'1 an et demi, c'est une activité, comme tu le dis, qui est relativement saine, qui a une croissance plutôt bonne. Maintenant, c'est des charges très élevées, très, très élevées, notamment le local et l'emprunt, qui sont 2 charges quand même colossales. Faut savoir qu'on est vraiment inscrit dans l'économie circulaire. C'est vraiment une entreprise dont le projet est vraiment dont le projet est responsable, mais il n'y a aucune aide associée. Aucune. Donc, on n'a aucune facilité sur le local, par exemple. On est vraiment soumis aux mêmes règles que n'importe quelle entreprise. On a une TVA à 20%, donc ce qui est quand même grotesque quand on voit qu'on veut développer tout le marché de l'occasion. Ça veut dire quand même c'est des articles qui sont taxés 2 fois. Du coup, à 20%, donc ça gêne personne. Mais ça, c'est énorme pour nous. C'est des gros postes, en fait, tout ça. Il n'y a pas d'aide. Donc, en fait, c'est un business qui est sain, qui est viable et qui a des charges très lourdes. Donc, pour se verser un salaire, c'est-à-dire, oublie mes salaires de chez Coca ou de chez Meta, clairement. Maintenant, je vais me verser un petit salaire. Voilà, il sera ce qui sera au début. Là, je vais ouvrir une deuxième boutique en franchise. Donc, oui, alors ça m'a interpellée. On en a parlé très rapidement quand tu es arrivée pour l'enregistrement. La franchise, c'est tout un autre business model encore. Alors, je garde le concept du dépôt-vente, c'est-à-dire que on garde exactement la même chose. Ce qui a fait tilt chez moi sur la franchise, c'est que je me suis attachée au moment de la création de ma marque, justement, de faire une marque. Je voulais un nom un peu petit, un peu court, un peu efficace. Je voulais une déclinaison graphique, pareil, qui marche bien, qui est assez attribuable, qui se reconnaît bien, etc. Dans le but, un jour, de vendre ce truc. De vendre et le savoir-faire et l'exploitation de la marque. Et il y a beaucoup de gens qui rentrent aujourd'hui chez Shift en me disant « Oh là là, mais vous êtes une chaîne, je peux vous retrouver ailleurs !» Ah, sympa. Ouais, donc c'est très sympa. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, effectivement, en ouvrir d'autres. J'aurais pu me dire je reste en gérance et je mets des salariés. Mais en fait, ça, pour le coup, c'est un modèle qui me fait peur. Parce que piloter des salariés,
c'est pas du tout la même chose que d'embarquer dans un projet d'entrepreneuriat féminin des nanas qui ont envie de se lancer, mais qui savent pas trop par quel bout prendre le sujet, quoi. Là, je propose une exploitation de la marque, un savoir-faire, bon, un concept que je n'ai pas du tout inventé, mais en tout cas qui marche, des pièges à éviter puisque j'en ai fait les frais. Ouais, en fait, tu partages ton expérience. Donc, j'imagine que tu as tout un tas de process et de retours d'expérience et de bonnes pratiques que tu mets au service de la personne qui va ouvrir la boutique avec ton nom. Exactement, plus la marque que je lui lègue, en fait, moyennant une redevance mensuelle qui est petite, parce qu'en fait, l'idée, c'est évidemment de ne pas saigner les nanas qui se motivent à ouvrir. Mais en tout cas, je leur mets le pied à l'étrier. Et moi, ça me permet plus de voir ça comme une aventure avec presque une associée, plutôt qu'un rôle de manager, quoi. Et j'ai pas envie de me dire, elle est en arrêt, faut que j'aille dans sa boutique. Enfin, c'est pas ça le plan. Mais alors ça, tu vois, pour moi, c'est trop intéressant. Sur le tilt, j'explore les formes de travail. Et en fait, je trouve que ce que tu proposes, c'est très intéressant dans le sens où la personne qui aurait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure entrepreneuriale parce qu'il faut développer le magasin, faire vivre toute la boutique, rentrer le chiffre d'affaires, etc. Sûr. Elle a son propre Instagram, elle fait sa com, bien sûr. Et en même temps, tu offres aussi une base de lancement. Une garantie, exactement. Avec des droits d'entrée, tu vois, ils sont de 2 000 €, donc c'est rien. Avec juste, je mets le pied à l'étrier. Elle me permet de développer ma marque et d'avoir plusieurs boutiques. Et moi, je lui permets de rentrer dans cette aventure parce que c'est pas si simple. Moi, c'est vrai que j'en ai défriché. Puis moi, j'avais la chance de partir avec un petit package confortable financièrement de chez Coca-Cola. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde aussi. Donc là, au moins, j'accompagne dans l'emprunt bancaire, j'accompagne dans la recherche du local. Je sais ce qu'il faut éviter. Enfin, en fait, voilà, c'est des petits conseils comme ça et de l'accompagnement, mais qui fait qu'il y a de la valeur. Beaucoup de valeur, c'est certain. Et alors toi, dans tout ce processus de reconversion, donc quand même du très très grand groupe international, du plus grand possible, solo. Comment ça s'est passé avec ta famille, tes proches, ton mari? Est-ce que tout le monde t'a soutenu? Comment ça a été reçu ce projet? J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que quand je partage ces expériences-là avec d'autres personnes dans l'entrepreneuriat, on n'a pas tous eu ce soutien pour faire le grand saut. Ma famille, aucun problème, au contraire, fonce. C'est vraiment soutien incommensurable. D'ailleurs, ma sœur, elle est actionnaire minoritaire de ma boîte. Elle m'aide pas mal sur la com et tout, donc c'est canon. Elle a gardé son taf, mais bon, voilà. Et mon mari, lui, il rêvait que de ça, en fait, de mon équilibre professionnel. Parce que lui, il est entrepreneur aussi, donc lui, et il vient d'une famille d'entrepreneurs, donc lui, il se dit plutôt le contraire. Il dit, mais pourquoi vous êtes salarié? Ça sert à rien. Donc, en fait, là-dessus, moi, au début, je me disais... mes parents, ils vont penser que je joue au Monopoly à moitié, que c'est pas du tout réel, tout ça. Et en fait, j'ai été vachement soutenue. Après, ils savent aussi que j'ai vraiment la tête sur les épaules. Moi, je suis quand même très carrée. Je pars pas non plus tous azimuts. Donc, ils se doutaient bien que j'allais pas faire le grand saut pour faire n'importe quoi. Donc, je pense qu'ils ont confiance en moi. Donc j'ai été très soutenue, très bien accompagnée. Et à la fois moralement. Et mon mari, je pense que c'est mon logisticien, mon DAF, mon conseiller IMO, enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est bien. C'est pratique. Il faut. Ça. Mais moi, je suis vraiment persuadée que la qualité de l'entourage dans une reconversion, c'est crucial. Je pense aussi. Après, moi, encore une fois, je pense que c'est important de dire que moi, ce que je viens apporter ici, c'est des témoignages. C'est un témoignage, c'est pas des conseils, parce que je suis personne pour donner des conseils. Il y a des gens qui peuvent très bien s'en sortir solo dans l'entrepreneuriat, franchement. Et je veux pas qu'on commence à dire que moi, c'est parce que j'ai un mari que j'y arrive. En fait, c'est pas non plus cette réalité-là. En tout cas, moi, mon tempérament et ma façon, en tout cas, d'avancer, tout ça, tout mélangé. Oui, c'est ça. Ça m'a été, en tout cas, réussir ce projet, ça m'a été rendu possible par mes proches, mon mari, sa famille à lui. Mais au début, sa famille à lui, quand je leur ai dit je passe de Facebook, de Meta, à Shift, ils m'ont dit Shrift. Ça aurait pu être Shift de Jean Covici. Non, mais c'est ça. Oui, c'est clair.
D'ailleurs, c'est un peu aussi le nom, du coup, enfin, ça Ouais. tiltait aussi un peu pour ça. Mais ils m'ont dit: «Mais attends, je comprends pas, tu gagnais tant, tu vas gagner zéro. Est-ce que tu es sûr de toi?» Bon, il y a des petites discussions, mais au final, soutien à 100%. Génial. Ouais. Et toi, vraiment personnellement, est-ce que tu as eu des doutes, des peurs, des moments où tu t'es dit: «Pff, en fait, non, j'y vais pas, quoi»? Ah bah oui, bien sûr. Bah, je pense que on m'avait dit: «Tu verras, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes». Je me disais: «Oui, oui, pas plus que dans la vie normale». Bon, un peu plus quand même que la vie normale. Surtout, moi, je suis assez, quand même j'ai la tête sur les épaules, je suis assez rationnelle dans le taf, mais je suis quand même, un peu sensible et un peu angoissée de base. Donc me dire, la garantie, enfin la viabilité financière du projet, bah, je l'ai pas. J'ai pas de garantie. Ça, c'était le gros sujet et la solitude. Énorme sujet parce que moi, mes équipes chez Coca-Cola, c'était ma vie. C'est une colonie de vacances, en fait, le truc. Oui, c'est ce que tu disais au début Bah de la oui, discussion, c'est que ce moi, qui c'est mes t'a meilleurs amis aussi aujourd'hui, ouais. en fait. Mmh. Donc effectivement, tout d'un coup, tu es toute seule dans une boutique. Bon, après, je vais revenir sur la viabilité financière après, mais sur la solitude, finalement, tu jamais vraiment seule. Honnêtement, j'ai rencontré des des femmes formidables dans ma boutique, qui viennent passer des heures avec moi, j'adore. Là, je recrute une stagiaire qui est génialissime. Je monte le projet de franchise avec une associée. En fait, on n'est jamais vraiment seul. Donc c'est quand les samedis où il y a tout le monde et que c'est frénétique et que tu te dis: «Bah, ça y est, j'offre de la seconde main à tous ces gens-là», en fait, la solitude, elle existe pas du tout. C'est complètement effacé. Et en même temps, la solitude, elle te permet aussi de prendre tes propres décisions. Ce qui peut être dur. Ce qui peut être dur, mais alors là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. En OK. fait, j'avoue, je tergiverse pas tellement, j'ai un bon feeling en général. J'ai fait des erreurs, bien sûr, mais dans l'ensemble, ouais, j'arrive plutôt à bien ça roule quoi, Ouais. à bien avancer là-dessus. OK. Et sur la partie financière, bah, c'est vrai que, j'avais la chance d'avoir un petit matelas, quand même, heu et puis, bah, faut se lancer en se disant: «Bah, voilà, tous les points positifs, c'est que c'est un marché en devenir. Je suis à Paris, il y a une demande, je vais pas prendre des risques, complètement démesurés. Au pire, c'est quoi? Au pire, bah, je rembourse mon local avant qu'il soit fini d'être payé. Bon, bah, ça fait tant. Est-ce que je les ai? Bah, je les ai. Bon, bah, voilà, au pi faut réussir à se dire: «C'est quoi le scénario du pire? Est-ce que j'ai cet argent?» Et puis après, bah, je retournerai dans un groupe, Oui. bah, ou je ferai autre chose. Ouais. Faut bien la tenter de toute façon parce que sinon on fait jamais rien. Oui, c'est ça, en fait et je Bah trouve que oui, c'est hyper intéressant ce que tu proposes de se dire: «Bon, OK, je prends le scénario, le le pire du pire. Ah le ouais, worst case, c'est ouais. quoi? Est-ce que, c'est hyper dangereux pour moi et auquel cas je vais pas? Et si j'ai moyen de retomber sur mes pattes, d'une manière C'est X ça, ou Y, est-ce que je le tente quand même?» c'est et ça. en général, on a une réponse, en tout cas, assez satisfaisante quand on fait le Il quand faut on faire fait le ouais, l'exercice. exactement. Mmh. Mais je pense qu'il y a moi je suis un profil qui aime bien me faire le scénario du pire parce que je me dis: «Si je m'en sors dans le scénario du pire, c'est qu'il y a quand même des chances que je m'en sorte tout court, quoi». Ouais et même bien. Et même pas trop mal. Donc voilà, je pense que ça dépend un peu des tempéraments, mais moi, faire cet exercice de combien je dois à qui si jamais il y a tout qui plante, bon, bah, ça m'a fait moins peur que prévu. En vrai, les emprunts maintenant, ils sont garantis ouais, garantis par la BPI à hauteur de 70. En fait, c'est des trucs comme ça où on se rassure un peu. Bon, bah, c'est quand même bien fait, en fait. C'est quand même Mmh. bien fait. Ouais, c'est C'est quand même clair. bien fait. Et alors, je voulais te parler tu parles, effectivement, tu nous dis que, ce projet, il est vraiment né de ta conscience écologique, d'avoir envie d'offrir cette solution, aux personnes qui ont envie de consommer de la mode, mais peut-être de manière plus raisonnée. Est-ce que toi, tu aurais des chiffres, des choses à nous partager sur, justement l'impact de ce nouveau mode de consommation sur, ben, le réchauffement climatique? Ouais. Alors, en fait, moi, ça part aussi d'un il y a une phrase que j'aime pas trop entendre, et que j'entends très régulièrement, c'est: «Non, non, mais moi, sur l'écologie, je fais rien parce qu'à titre individuel, on peut rien faire». Et franchement, Dieu sait que je l'entends très souvent. Et je suis vraiment, en désaccord profond avec, cette phrase et notamment, la mode, enfin s'habiller, est une réponse individuelle, aux dégâts, causés par l'industrie de la mode. La mode et la façon dont tu t'habilles, elle en dit très long sur toi, elle en dit très long sur tes convictions. Hem Et tu peux faire beaucoup de choses avec la mode parce que la mode, c'est une industrie mais colossale. Ça dépend un peu des indicateurs, mais ça c'est peut-être la deuxième plus grosse industrie du monde, donc c'est énorme. Donc le premier point, c'était d'avoir une réponse à ce truc de action individuelle,
je peux rien faire. C'est pas moi, c'est pas ma responsabilité. Et ben, en consommant un article en seconde main, tu réduis l'impact de 90%, l'impact négatif de 90% sur l'environnement par rapport à l'achat en première main. 90%. C'est-à-dire que demain, si même on est plus, j'en sais rien, 20 000 à acheter de la seconde main par rapport à aujourd'hui, eh ben, l'impact, il est là, quoi. En fait, comment ça fonctionne? C'est l'offre et la demande, hein, de toute façon. Si demain, on arrête de tous foncer faire les soldes chez Zara ou d'acheter sur le site Shein, tu es moi, bah, à un c'est non moment, sur mon podcast. c'est clair. Excusez-moi, tu mettras tu vas le flouter. En fait, à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Donc, bien sûr qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. C'est comme la viande, c'est comme l'avion. En fait, oui, l'avion, il va partir même si t'es pas dedans. Mais au bout d'un moment, ils vont en mettre moins s'il n'y a plus de passagers dedans. En fait, on a tous un rôle à jouer. Et moi, je voulais dire que ce rôle à jouer, avec ma boutique, il n'est pas dur, il n'est pas inaccessible. Tu vas, tu te balades, tu es à Paris, tu vas dans le 11e, et là, tu as toutes les marques disponibles en très bon état. Parce que je fais du tri, je fais un filtre. Franchement, les déposantes, elles sont super. Mes déposantes, elles sont géniales. Elles m'amènent des fringues en très bon état, parfois avec étiquette. J'ai du Cézanne avec étiquette, voilà. J'ai des belles fringues. Franchement, c'est juste l'accessibilité à cela. Et aujourd'hui, avec Vinted, Vestiaire.co et tous les dépôts-ventes qu'on a, on peut pas dire qu'on peut rien faire. C'est pas vrai. C'est juste qu'on n'a pas envie de le faire. Oui. Ça, c'est autre chose. Mais on peut pas dire. Enfin, aujourd'hui, il y a plus d'articles Zara sur Vinted que chez Zara, hein. Faut savoir. Ouais, Donc, ça m'étonne pas. bah oui. Donc, on peut pas dire qu'on peut pas le faire. Et moi, je voulais apporter une solution aussi pour vraiment prouver qu'on peut être habillé en seconde main des pieds à la tête, mais sans jamais dénigrer son style ou désincarner complètement son placard, quoi. Et en plus du côté très, on va dire, engagé du projet, la seconde main, ça répond à un enjeu économique évident. Je veux dire, ce sera moins cher. Et en plus de ça, mes vendeuses, elles récupèrent de l'argent. En fait, elles arrivent Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu rachètes à la déposante ou tu rétribues la déposante une fois que c'est vendu? Oui, je ne rachète pas. Je rachète jamais. C'est ce qui fait aussi la force de ces modèles, c'est qu'il y a peu de prise de risque sur les stocks. Je les paye une fois que c'est vendu. Soit je les paye en chèque, soit elles peuvent aussi être payées en bon d'achat et elles reprennent dans la boutique. En fait, ça, j'adore. Ça, c'est vraiment... Ah ouais, mais en plus, tu as envie de dire, mais c'est tellement logique. Enfin, j'en peux plus de mes fringues parce que faut savoir qu'on porte une fringue en moyenne 7 fois. Donc, c'est sympa. Mais une fringue, t'en as marre. En 2 secondes, on en a marre. Tous. Franchement, je jette la pierre à personne. T'en as marre. Tu la mets en dépôt. Tu te rachètes une autre pièce. Bon, franchement... Ça, c'est le rêve. T'as envie de dire que tout devrait être comme ça, en fait. C'est hyper intéressant. C'est top. Et comment tu te sens, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien? J'aurais deux voix à cette question-là. C'est toi, comment tu te sens au quotidien et à quoi ressemble ton quotidien? De quoi est-ce qu'il est fait aujourd'hui? Ok. Alors moi, mon quotidien, honnêtement, je me sens bien. Je me sens fière, en fait, quand même, parce que j'ai fait du chemin et comme tu dis, j'étais toute seule. Il y a eu des moments vraiment durs, des grands moments de doute et tout ça. Donc, je me sens fière. Je me sens, en plus, là, un peu rassurée par la franchise qui se développe. Ça y est, le contrat de franchise, il est quasiment finalisé. Je vais pouvoir commercialiser cette offre. Ça me rassure. Nouvelle aventure et, comme tu le dis, relativement rapidement, finalement. Donc, je me sens fière et plutôt bien. J'ai quand même une petite partie de moi qui me dit: est-ce que je vais vraiment réussir à en vivre définitivement? Ça, c'est un peu l'interrogation, mais je fais tout pour que ce soit le cas. Et je sais qu'il y a des dépôts-ventes historiques parisiens. Elles en vivent et elles en vivent très bien. Et je les connais et on se donne des conseils. Il faut savoir qu'il n'y a pas de concurrence dans la seconde main. On voudrait juste faire grossir le gâteau. Et il y a de la place. J'ai trouvé ça génial tout à l'heure quand tu as parlé de ton tilt chez la dame de Boulogne. Oui, exactement. Je me suis dit, génial, ça veut dire qu'elle doit la connaître. En fait, je la connais pas très bien. On s'écrit un peu sur Insta. Mais je lui dirai que j'ai parlé d'elle. Et après, mon quotidien, c'était ça. Comment Du coup, tu fais quoi? Comment est découpée ta semaine? Puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des jours où la boutique était ouverte, pas ouverte. Tu disais que tu faisais un petit peu de consulting aussi de temps en temps, ça et là. Il y a finalement pas une grande logistique. Je sais pas trop, en fait. Il y a un peu de logistique quand même dans la gestion des dépôts, quand même.
Après, avec un bon logiciel de dépôt, on Ouais. s'en sort à peu près. Il y a un peu de logistique quand même, de récupération, de trucs. Bon, OK. en fait, ma semaine, elle est découpée. Évidemment, il y a du temps en boutique, du temps passé en boutique. Donc ça, c'est du mercredi au samedi, en fait, où la boutique est ouverte. J'aurais bien aimé pouvoir me staffer, mais en fait, le staff, ça coûte trop cher. Donc en fait, il vaut mieux que je ferme. C'est plus rentable pour moi de fermer que d'avoir du staff. Donc moi, j'ouvre moi-même du mercredi au samedi. Ce qui me permet vraiment d'être focus sur la boutique, mes clientes, mes déposantes, etc. Le mardi, maintenant, je le dédie au développement de Shift, donc la franchise, et puis tout ce qu'il faut faire pour développer, donc des collaborations, des événements. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ma boutique, c'est un point central, mais il y a beaucoup de satellites qui gravitent autour de ce projet-là. J'ai beaucoup de choses à faire encore. Donc voilà. Et puis ensuite, je prends effectivement quelques missions en freelance sur mon ancien métier. Bon, d'une part, financièrement, évidemment, c'est un coup de pouce. La deuxième raison, c'est que ça m'anime encore pas mal, hein. C'est un métier que j'aimais bien, hein, le sponsoring, donc c'est top. Et puis ça me fait aussi sortir un peu de ce quotidien Ouais. boutique, c'est top. Mais ça, je trouve ça trop bien de le dire, tu vois, parce que donc moi, j'accompagne des gens à changer de vie professionnelle et souvent, il y a une espèce de croyance populaire que, c'est tout l'un ou tout l'autre Ah oui, non. et en Ouais. fait, que voilà, ça y est, tu es partie des grands groupes et que du coup, il y a Oui. plus aucun lien avec. Mais en fait, pas du En fait, tout. t'oublies pas tout ce que tu as su, ce que Oui tu as appris, hein. et puis en fait, parfois, il y a un plaisir aussi à maintenir une certaine activité, qu'on a pu faire par le passé. Bien Tu sûr. vois, je prends mon exemple aussi, je faisais du marketing avant. Le podcast, c'est du marketing. Ça m'arrive aussi de bosser en contenu pour des boîtes parce que j'adore ce qu'ils font, etc. Et en fait, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. On est une seule et même personne et on emmène notre chemin avec nous. Et peut-être qu'un jour, quand tu auras développé Shift et que tu auras 40 boutiques, en fait, il n'y aura plus de place pour ça. Mais tu vois, je trouve que c'est cool de se dire, ça va faire son chemin, en fait. Et Ouais. c'est pas grave si. Mais non, déjà, j'ai c'est encore- cool. Ouais. En plus, c'est rassurant aussi, Mhm. parce qu'on retombe un peu sur nos pattes de quelque chose qu'on connaît. Et puis, attention, c'est pas du tout la même posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'interviens en tant que consultante. Je paye ma reco. Ils la prennent pas. Bon, grand bien leur face, mais j'ai plus cette politique interne. Je pense que les gens, ils sont peut-être un peu traumatisés quand ils sortent de ça. Moi, c'était pas mon cas. Je ressens pas ce traumatisme, mais j'ai une posture différente. J'ai une posture de conseil qui me permet d'avoir ce recul nécessaire. Bon, voilà, voilà, je leur recommande cela. Bon, ils le prennent pas, écoute. Ouais. C'est ça. Tant pis pour eux. Moi, je Ouais. pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà, mais c'est rassurant, c'est stimulant, c'est bien. Et donc, voilà. Et en plus de tout ça, en fait, on a monté un label, en fait, un collectif de la seconde main du village Popincourt, donc tout notre quartier, Génial. dont je suis la Super. coprésidente. D'accord. Donc, j'ai aussi pas mal de missions de développement Ah, c'est chouette. du quartier. Et ça, j'y Mhm. crois beaucoup. Pas mal en collaboration avec la mairie. Il y a beaucoup de relations institutionnelles. Et donc, l'idée, c'est de développer, en fait, de dire... Le Marais n'a qu'à bien se tenir, car le 11e arrondissement débarque avec ses boutiques de seconde main. Donc, en fait, on est un collectif, on s'entend super bien. Que des nanas, donc on a un peu ce côté aussi engagé, en tout cas sur les sujets féminins. Et puis, je trouve que ça va aussi avec ton engagement écologique, tu vois, de ramener du local dans la conso. non, mais carrément, en fait, carrément. c'est Surtout très que sincèrement, je suis peut-être pas très objective, mais le village Popincourt, donc c'est vraiment un territoire Voltaire, voilà, dans ces eaux-là, Breguet, etc. Il gagne à être connu. En fait, il y a des commerces de bouche indépendants qui sont canons. Il y a des cavistes, c'est le top du top. Il y a même une caviste qui est super, une caviste sans alcool. C'est hyper intéressant. Il y a des boutiques de seconde main, il y a des vraies fripes. Enfin, il faut vraiment se balader dans ce quartier, quoi. Aujourd'hui, c'est pas un quartier vraiment de destination, c'est dommage. Et il gagne à être connu. Historiquement, c'était un quartier de grossistes chinois et ils s'en vont tous au fur et à mesure à Aubervilliers. Et du coup, ils libèrent des locaux qui sont à chaque fois pris par une fleuriste canon, un fromager top du top, le caviste. En gros, tu vas là-bas, c'est bon, tu fais ta soirée, c'est top. J'ai remarqué quelque chose, c'est que vous, les gens vers Bastille et Voltaire, vous êtes vraiment très à fond sur votre quartier. À chaque fois très chauvin. À chaque fois que je discute ou que je rencontre quelqu'un qui vient de ce quartier,
je me prends le petit 5 minutes de mais tu sais, Bah, comme Bastille, quartier, Voltaire, c'est quand même incroyable. Ah bah surtout quand on monte un collectif, là, Ouais. laisse tomber. Et donc on est même une association de commerçants qui s'appelle le Village Popincourt. Et voilà, c'est vraiment des commerces locaux, comme tu dis, parfois engagés, souvent d'ailleurs engagés. Ça vaut le coup, franchement. C'est bon, Génial. j'arrête avec Bastille et Voltaire. J'adore, ça me fait rire. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu avais envie de nous partager sur ta reconversion, Juliette? Bah, écoute, je pense que franchement, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'il y a un point vraiment important sur lequel je voudrais revenir, qui est vraiment le profil. Je pense que c'est important. En tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti. C'est pas parce on n'est pas né entrepreneur, on n'a pas l'âme d'un entrepreneur qu'on peut pas monter son projet. Moi, je suis chef de projet, chef d'entreprise. Est-ce que je suis entrepreneur dans l'âme? Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, faut pas se mettre un frein sur tout ce qu'on entend et tout ce qu'on sacralise autour de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut se dire, est-ce que j'ai un projet? Est-ce qui m'anime? Et c'est ça qui compte plus que vraiment moi, vraiment, je ne suis pas née entrepreneur, pas du tout. C'est même pas, je pense, que c'est même pas vraiment dans mon profil, à vrai dire. C'est hyper intéressant Ouais. de le souligner, je trouve. Et du coup, ce serait quoi ton conseil ultime à quelqu'un qui aimerait se reconvertir et qui plus est ouvrir une boutique? Alors, pour la boutique spécifiquement, parce que du coup, je ne connais que ça pour l'instant, je vais plutôt donner peut-être 2 conseils un peu très pratiques en fait. Euh, Honnêtement, pour la boutique physique, s'il y a une seule question à se poser, c'est l'emplacement. Faites honnêtement tout le reste à 10 mètres près, soit vous cartonnez, Ah ouais. soit vous fermez C'est la vrai, porte. à Ouais, 10 vraiment. mètres. Je caricature un peu sur le 10 mètres, mais pas franchement, 20 tant. mètres, on n'est pas trop loin, quoi. C'est une rue perpendiculaire, potentiellement, c'est foutu. Ah ouais. Et il vaut mieux vraiment se dire, bon, ça, c'est le local au meilleur emplacement, qui est peut-être un tout petit peu plus cher, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur l'emplacement. Donc vraiment, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Et mon deuxième conseil, mais on en a reparlé, mais du coup, si c'est encore possible, c'est que le plus beau business angel français, c'est le chômage. Il s'agit pas d'en profiter parce que vous créez de la valeur avec votre société, votre entreprise, mais c'est un bon coup de main parce que le salaire au début, c'est dur. Ça fait quand même des trous dans la trésorerie. Si jamais il y a encore la possibilité, en étant gérant non rémunéré, de bénéficier en tout cas d'une allocation, il faut se renseigner pour voir comment en bénéficier parce que ça, on s'achète une tranquillité d'esprit qui Ouais. vraiment n'a pas de prix, quoi. C'est clair. N'a pas de prix. Génial. Et bon, dernier conseil, peut-être un peu plus philosophique, c'est que franchement, si vous avez un projet et qui tient la route et que vous avez des convictions, en tout cas sur la seconde main, il y a de la place et il faut y aller, quoi. Le marché de l'économie circulaire, plus on est nombreux à se le partager, plus on aura de parts de voix pour voilà, nous faire entendre et plus on pourra certainement bénéficier de peut-être d'aide ou en tout cas de visibilité. Et je pense que si on a des convictions et que le projet tient la route, évidemment, convictions toutes seules ne suffiront pas forcément, mais projet qui tient la route, c'est toujours ça un peu qui est difficile, je pense, c'est de jongler entre les convictions, la responsabilité du projet et la rentabilité du projet. On a souvent tendance à penser que si on est sur un projet vertueux, Ouais. alors toute notion de rentabilité doit disparaître. C'est très important. C'est très important Ouais. là ce que tu as dit, le triptyque. Conviction, responsabilité, rentabilité. Ouais. Bah, parce que je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est que on ne fera changer les choses que si nos convictions et la responsabilité qu'on porte s'inscrivent quand même dans une certaine démarche économique parce que on est encore Oui. dans ce schéma-là. C'est-à-dire, moi, je donnerais cher pour que tout d'un coup, les indicateurs de croissance, ils soient plus ce qu'ils sont Oui, bien sûr. aujourd'hui. Ouais. Mais force est de constater qu'on en est loin, malheureusement. Donc, tu dois mener des projets Ouais. rentables dans la responsabilité. Oui, en fait, c'est ça, c'est que dans les convictions et ce qu'on a envie de faire changer, on peut changer certaines règles du jeu, mais il y a quand même des règles du jeu dans lesquelles il Un faut peu s'inscrire. immuable, Parce que exactement. sinon, en fait, Exactement. il n'y a pas de rentabilité. Bah non. Et moi, je veux bien, il n'y a pas de rentabilité. Mais du coup,
Tu as une réalité financière de payer un loyer, Oui. de payer des déposantes. Enfin, et c'est pas du bénévolat qu'elles font. Ou Oui. alors, effectivement, c'est une association, Mais c'est autre chose. c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Moi, je veux m'inscrire dans un projet rentable, viable et responsable. Super, trop bien. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi, Juliette, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors, bon, évidemment, j'ai un peu réfléchi avant parce que c'est pas une question facile, mais c'est une question hyper intéressante. Bon, là, directement, sans aucune hésitation, je pense à Raphaël Glucksmann, qui est ma passion, en plus de Patrick Bruel, pas de jaloux. Mais J'avais oublié. non, Raphaël Glucksmann, pour tout ce qu'il représente, pour tous les combats qu'il prend, pour son rôle à l'Europe, lui, il a pris des combats qui me parlent systématiquement. Il a aussi une façon d'expliquer les choses qui les rendent intelligibles auprès du grand public, ce qui est quand même rarissime parce que c'est aussi ça le problème, je pense, sur les sujets un peu engagés, c'est on comprend rien. Les gens comprennent rien, franchement, je comprends. Et il s'attaque à des sujets comme, parce qu'on a parlé du désastre environnemental, de la mode, mais on peut se parler des droits humains aussi, ça vaut pas mieux. Oui, ce que j'allais dire, en vrai, en termes de mode, il fait quand même... Je ne sais pas si de manière effective ça bouge, mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est énorme grâce à lui. Et lui, il est vraiment un caillou dans la chaussure, je pense, des dirigeants européens et des dirigeants des pays. Oui, les Ouïghours, c'est un de ses sujets de prédilection. Il a démonté Chine quand ils ont débarqué en France. C'était un bonheur absolu. Sur les droits humains, les sujets environnementaux. Et en même temps, il est très... J'aime beaucoup ce qu'il dit sur le côté... c'est difficile en fait d'avoir des convictions. En fait, c'est ça. Il faut pas croire. Moi, je suis végétarienne. C'est dur. C'est dur. Lui, il explique que c'est difficile. On n'a rien sans rien. Et je trouve que, enfin, vraiment, je trouve qu'il est formidable sur tout ce qu'il entreprend, toutes ses prises de parole. Il est aussi capable de ne pas voter pour la politique agricole commune. Et ça, il a tellement raison. On peut pas continuer à produire de cette façon-là. Et je trouve qu'il est ultra pertinent, hyper juste. Et moi, vraiment, je suis fan. Au cas où tu n'aurais pas compris. Tu l'aimes bien, non? J'aime assez. Je n'étais pas sûre. Mais il nous entend également, non? Oui, Patrick Bruel, Raphaël Glucksmann et ensemble, bien évidemment Taylor Swift. Bien sûr. Écoute le titre. Of course. La deuxième personnalité, je dirais, c'est Marc Simoncini. Je trouve que... Alors, moi, je vais pas me cacher, je l'ai un peu découvert dans l'émission Qui veut être mon associé, parce que je trouve que c'est intéressant comme émission, c'est marrant. J'aime bien son côté, justement, les conseils qu'il prodigue sur des business un peu responsables en quête de rentabilité. Et c'est un peu tout ce qu'on disait. Je trouve qu'il a vraiment ces deux côtés-là, en fait. Et donc ça me plaît pas mal. Et la dernière personne, c'est une nana un peu moins connue, c'est Kenza Keller qui a monté la marque Talm, To All de Mamas, qui est de la cosméto naturelle pour grossesse, postpartum ou autre, qui est féminine, quoi. Franchement, la meuf, elle m'impressionne. Je l'ai rencontrée à un dîner d'entrepreneurs. En plus, elle est super sympa, franchement. Et elle est dans Forbes, elle cartonne. Sa marque, elle est belle, elle est saine. Enfin, en tout cas, je connais pas sa rentabilité, mais en tout cas, ce qu'elle dégage elle-même à titre perso et ce que l'audace de sa marque, parce que c'est niche quand il pense quand même, tu vois. L'audace de sa marque et où elle en est aujourd'hui, sachant qu'elle a 2 enfants, je sais même pas si elle a à peine 35 ans, je crois. Ah oui. Ouais. Honnêtement, pour moi, c'est grosse success story, quoi. Génial. Voilà. Superbe board. Merci. Les 3 sont inédits. Ah donc, oui c'est bien. Peut-être Marc Simoncini. Mais franchement, c'est un très beau board. Okay. Super. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Mon Insta, Shift Store, Paris. Et puis sinon, je pense que c'est surtout ça. J'ai un site web, mais qui est plus un site vitrine. Mais l'Insta, je mets pas mal de choses. Donc voilà. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ouais, trop bien. Et Juliette, vraiment un grand merci pour ton partage. C'était passionnant. Merci à toi, surtout. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Juliette. J'espère qu'il vous aura donné envie de donner vie à vos projets entrepreneuriaux durables et épanouissants. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire sur chacune de ces plateformes. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Et croyez-moi, votre aide a un grand impact pour mon podcast. Merci beaucoup et à bientôt!